Salut! Alors, juste avant de commencer mon petit exposé, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, une nouvelle qui, je pense, réjouira un bon nombre d'entre vous. Comme vous le savez, nous sommes deux sur cette chaîne. Alors, Wilfried n'est certes pas devant l'objectif, mais il faut savoir qu'il écrivait toujours les scripts avec moi. Et je sais que certains d'entre vous m'avaient dit regretter qu'il ne soit pas présent dans les vidéos. Bref, tout ça pour dire qu'il vient tout juste de créer son blog, et dans ce blog, il parlera notamment de sciences humaines et de littérature, un peu à la manière de la chaîne, mais de manière plus approfondie, parce qu'il est beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Donc, si vous avez aimé les vidéos sur Bourdieu, Foucault, le Covid, Robespierre, eh bien, vous apprécierez certainement ces articles parce que c'est lui qui en a écrit les scripts. Bref, je vous mets le lien vers son blog en barre d'informations. Et maintenant, place à la vidéo. Vous le savez, nous vivons en ce moment une crise inédite, une crise à la fois sanitaire, sociale et économique. Et fort est de constater que dans le contexte actuel, le discours ambiant, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, tourne toujours autour de la question suivante: comment et quand allons-nous pouvoir revenir enfin au monde d'avant ? A l'inverse, les discours invitant à repenser complètement notre mode de fonctionnement sont relativement minoritaires. Or, après des dizaines d'années à mettre au centre de nos préoccupations l'économie, à délaisser les soucis environnementaux et sociaux, mais aussi notre propre santé, eh bien, il semble que nous commencions aujourd'hui à payer les pots cassés. Peut-être serait-il donc temps de remettre en question notre rapport à la consommation, à la production, mais aussi notre rapport au travail. En effet, vous l'aurez constaté comme moi, c'est la loi du tout ou rien qui régente aujourd'hui le monde du travail. Grosso modo, et j'exagère à peine, soit on travaille trop et on frise le burn-out, soit on est au contraire au chômage. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous présenter une œuvre qui, selon moi, accomplit le tour de force de proposer une approche nouvelle du travail, ainsi qu'une solution à la fois à la problématique du chômage, véritable fléau dans notre société, et au mal-être grandissant lié au monde du travail. Dépression, burn-out, manque de sens, etc. Donc, comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je vous parlerai d'abord du livre en question, notamment de la thèse défendue par l'auteur, et ensuite je vous ferai part de ce qui m'a paru plutôt digne d'intérêt dans ce livre, ainsi que des éventuelles limites ou critiques qu'on pourrait objecter aux propos de l'auteur. Alors, le livre dont je compte vous parler aujourd'hui s'intitule « Éloge de l'oisiveté » et a été rédigé en 1935 par le philosophe britannique Bertrand Russell. Je vous mets toutes les références en barre d'informations si jamais vous voulez le lire. Dans l'essai en question, Bertrand Russell défend donc la thèse suivante. D'abord, Russell commence par nous exposer sa propre vision de la thésaurisation. Grosso modo, Russell désapprouve les personnes qui gardent leur argent au chaud dans des bas de laine. Selon lui, il vaut mieux à la limite boire son argent et ainsi participer à l'économie du pays plutôt que de l'épargner. En quelques mots, ce qu'il faut retenir du propos de Russell concernant l'économie, c'est qu'il considère que toute dépense doit servir à la société, quand bien même cette dépense ne serait pas en accord avec la morale. Ensuite, l'auteur entreprend de dénoncer le rapport de notre société au travail et à l'oisiveté. Russell a constaté que nombre des maux de notre société venaient de ce qu'on pourrait appeler un culte irraisonné voué au travail. Selon lui, l'idée de considérer le travail comme une valeur humaine, voire même une vertu, serait à l'origine une stratégie des classes privilégiées visant à inciter les plus pauvres à s'échiner au travail, tandis que les nantis s'adonneraient à l'oisiveté. Russell va même plus loin, accusant les privilégiés de voir le travail comme un remède à l'oisiveté des pauvres, qui eux, contrairement aux privilégiés, ne sauraient comment user de leur temps libre, si ce n'est en débauche et en beuverie. Suivant cette logique, donc, l'oisiveté ne pourrait être bénéfique qu'aux plus aisés, car eux au moins sauraient comment utiliser leur temps libre à bon escient. Par la suite, ce travail comme vertu aurait investi toutes les strates de la société, incitant même les plus aisés à continuer à fournir un travail constant, alors même que leur subsistance serait largement assurée.
La diabolisation du loisir ayant fait son chemin et ayant elle aussi gangréné toutes les strates de la société, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, l'oisiveté soit souvent vue par les nantis comme la punition pour les travailleurs qui, incapables de garder leur emploi, se retrouvent au chômage. En extrapolant légèrement, on pourrait voir là l'illustration de la notion de divertissement pascalien. Je m'explique. La théorie du philosophe Pascal était la suivante. Les êtres humains, effrayés à l'idée de se retrouver seuls face à la vanité de l'existence, feraient tout pour se divertir afin justement de faire diversion, de manière à échapper à leurs pensées existentielles angoissantes du genre « d'où venons-nous ? Pourquoi vivons-nous ? Quel est le but de notre existence ? Pourquoi devons-nous mourir ? Etc. Ainsi, les nantis verraient dans l'oisiveté la punition ultime. L'oisif serait privé de tout divertissement. Par conséquent, le travail serait le remède à tout questionnement existentiel terrifiant. À l'idée de travail-vertu et de travail-rustine est venue se greffer une troisième notion, celle du devoir. Et c'est cette idée même de devoir qui légitime l'obligation de travail dans notre société. Quand bien même on aurait hérité d'un pécule impressionnant nous permettant de vivre décemment jusqu'à la fin de notre vie, la société nous obligerait en quelque sorte à nous assujettir à une forme de travail quelconque, rémunéré il va sans dire, au risque d'être sinon pointé du doigt, voire marginalisé. Encore une fois, cette idée se vérifie lorsqu'on songe aux chômeurs qui sont extrêmement mal vus par la société, à la culpabilisation qui pèse sur eux, au fait qu'ils sont constamment perçus comme des assistés, des boulets pour la société, parce qu'ils perçoivent des allocations chômage soi-disant pour se tourner les pouces. Et ce, quand bien même ils auraient cotisé comme tout le monde durant de longues années. Russell déplore qu'à cause de ces trois piliers éthiques, à savoir ce que je résumerai en travail-vertu, travail-rustine et travail-devoir, fortement enracinés dans l'inconscient collectif, eh bien le sort des travailleurs ne se soit pas amélioré et que le droit au loisir ne soit pas mieux réparti. Et ce, alors même que la technique moderne aurait très bien pu le permettre. Russell propose alors, et c'est le troisième point de sa thèse, une solution efficace selon lui, qui permettrait une meilleure appréciation du travail et du loisir dans notre société, ainsi qu'une amélioration substantielle de la qualité de vie de tout un chacun. La solution que propose Russell se révèle être la conclusion du raisonnement suivant. Il part du principe qu'en temps de guerre, un État parvient à subvenir aux besoins de toute la population en exploitant seulement le travail d'une petite partie de la population. Or, Russell regrette qu'après la guerre, on revienne à l'état antérieur, à savoir une répartition inégale du travail où une partie de la population se tue au travail, tandis qu'une autre partie est abandonnée au chômage. Donc Russell en conclut logiquement qu'il serait possible, d'autant plus aujourd'hui où les progrès technologiques nous déchargent d'un certain nombre de tâches, de répartir le travail équitablement entre les travailleurs, de façon à ce que chacun n'accomplisse que 4 heures de travail par jour. Le reste du temps, les gens s'adonneraient au loisir. Russell ne voit que des bénéfices à tirer d'une telle organisation. Non seulement les problèmes du chômage seraient résolus, puisque le travail serait réparti équitablement, mais en plus, un tel dispositif améliorerait incontestablement le bien-être et la qualité de vie de tout un chacun. En effet, avec seulement 4 heures de travail par jour, le citoyen ou la citoyenne pourrait vaquer le reste du temps à ses loisirs, à sa famille, etc. Adieu donc burn-out, stress lié au travail et autres dépressions largement dommageables pour la santé. Autre bénéfice, et non des moindres, les artistes, écrivains, penseurs, scientifiques, chercheurs, etc. s'adonneraient à leur passion en étant totalement libérés du souci financier. Leurs 4 heures de travail quotidien suffiraient à subvenir à leurs besoins et, durant le reste de la journée, ils pourraient créer, chercher, etc. sans aucune contrainte et donc de manière beaucoup plus libre et efficace.
À ce propos, Russell fait le constat que ce qu'on appelle aujourd'hui culture, eh bien, on le doit majoritairement aux membres de la classe dirigeante qui pouvaient se permettre d'être oisifs grâce au travail des classes populaires, voire des esclaves. Ainsi, les nantis ont eu tout le loisir, justement, d'écrire des œuvres, de s'adonner aux sciences ou à la recherche, etc. Russell résume cette idée en ces termes. Sans la classe oisive, l'humanité ne serait jamais sortie de la barbarie. L'oisiveté a donc du bon, et si ce sont les plus riches qui ont apporté la matière intellectuelle et scientifique à notre civilisation, ce n'est nullement parce qu'ils étaient plus intelligents que les autres, mais bien parce qu'ils étaient libérés de toute contrainte et de tout travail. Enfin, Bertrand Russell finit par arriver à la conclusion qu'avec une telle organisation dans la société, eh bien, on arriverait à plus de bonheur et donc à plus de compassion et ainsi donc à moins de guerre, à une société plus pacifique. Alors, parmi les éléments qui m'ont paru intéressants à la lecture de cet essai, il y a premièrement la vision du loisir et de l'oisiveté que propose Bertrand Russell. Sa vision d'une personne oisive n'est pas celle qui domine aujourd'hui, à savoir une personne qui ne fait absolument rien de ses journées, si ce n'est paresser des heures durant avachie dans son canapé. Bien au contraire, Russell renoue plutôt avec la conception de l'otium latin, à savoir de la sérénité plus que de la paresse. L'oisiveté serait bien davantage un temps bénéfique durant lequel une personne profite du repos pour s'adonner à la méditation ou au loisir studieux. Un moment qui serait profitable à la fois à l'individu lui-même, mais aussi à la société tout entière qui bénéficierait de ses créations artistiques, par exemple, ou de ses engagements pour la communauté, etc. Deuxièmement, ce qui m'a paru intéressant, c'est le fait que l'essai propose une solution intéressante qui nous permettrait aujourd'hui de ne pas retomber dans un capitalisme frénétique en ces temps de pandémie et de crise sociétale et financière. Russell critique d'une certaine manière le capitalisme et plus particulièrement cette tendance à la production illimitée et décorrélée des vrais besoins de la société. Il propose de revenir à une production davantage centrée sur les véritables besoins des individus. Alors attention, je ne dis pas que travailler 4 heures par jour serait la solution miracle à notre situation préoccupante. Je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé en cette lecture le Saint Graal et je ne dis pas non plus que Russell serait notre Messie. Ce que je dis simplement, c'est que cela me semble somme toute assez logique de ne pas chercher à reproduire les travers qui nous ont justement précipités à la catastrophe. Et quand on voit l'ampleur que prennent les problèmes de chômage, de burn-out et plus généralement de mal-être en rapport avec le monde du travail, il ne me semble pas incohérent de vouloir y mettre un terme. Et enfin, troisièmement, je pense que le livre du philosophe britannique pose une question intéressante, à savoir celle du sens que nous donnons au travail et plus généralement à notre existence. Car oui, il me semble qu'actuellement, nous vivons certes une crise socio-économique et une crise sanitaire, mais nous connaissons également une crise existentielle. Chacun et chacune d'entre nous essayons, par un moyen ou par un autre, de donner du sens à notre vie. Et le problème que nous rencontrons, c'est que nos soucis d'argent, le stress lié à notre travail, le temps passé à travailler ou le temps passé dans les transports, l'énergie que nous déployons pour trouver du travail ou parvenir à joindre les deux bouts, eh bien c'est du temps en moins à allouer à ces questionnements existentiels et essentiels qui nous tourmentent, à ce qui pourrait nous permettre de vivre et non pas de simplement survivre. Alors pour ma part, et même si j'ai beaucoup apprécié la lecture de cet ouvrage, j'entrevois tout de même 2 limites à l'analyse de Bertrand Russell. Premièrement, une question de définition. Russell définit le travail en ces termes. Il existe 2 sortes de travail. Le premier consiste à déplacer une certaine quantité de matière se trouvant à la surface de la Terre ou dans le sol même. Le second, à dire à quelqu'un d'autre de le faire. Le premier type de travail est désagréable et mal payé, le second est agréable et très bien payé.
Même si cette définition ne manque pas d'humour, je la trouve bien trop réductrice parce qu'elle sous-entend que tout travail est forcément rémunéré. Or, il me semble problématique de considérer que le travail domestique n'en est pas un, ou que les bénévoles ne fournissent aucun travail, par exemple. Ce sont quand même des activités qui apportent beaucoup à la société. Deuxièmement, et je terminerai là-dessus, la critique que fait Russell de l'épargne et de la consommation ne me paraît pas satisfaisante. Selon lui, l'épargne serait à proscrire pour un bon fonctionnement de l'économie. On devrait bien plutôt dépenser son pécule. Or, c'est justement l'épargne des particuliers qui permet aux banques d'investir dans l'économie. Et l'idée de consommer à tout prix peut être contestée à l'heure des problèmes environnementaux. Bon, bien entendu, à la décharge de Bertrand Russell, en 1935, date de parution de son livre, il ne pouvait bien évidemment pas avoir perçu cette problématique environnementale. Pour résumer, je vous invite fortement à aller jeter un œil à cet ouvrage de Russell. Pour ma part, je l'ai trouvé réellement enrichissant. J'ai été frappée de constater à quel point ce qui était vrai en 1935 en matière d'économie, de chômage et de rapport au travail est encore vrai aujourd'hui, mais malheureusement en version amplifiée. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que cet essai est extrêmement facile d'accès, il est court et non sans une pointe d'humour par moment. Bref, c'est une bonne façon, à mon sens, d'approcher ce grand auteur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez partager la vidéo et la liker si elle vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez du rapport de notre société au travail et à l'oisiveté. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ainsi qu'à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la prochaine, salut!